Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, GMT, Greenwich Mean Time. 76 jours reclus dans sa résidence de Santa Barbara à Yaoundé, c'est le temps qu'aura passé le professeur Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, entouré par les forces du maintien de l'ordre. Dans un communiqué du gouvernement, signé de son porte-parole et par ailleurs ministre de la Communication, l'on apprend qu'il a été décidé du réajustement des mesures prises pour mettre en échec le mouvement insurrectionnel lancé par le MRC le 22 septembre 2020. Et parmi ces mesures, outre la levée du siège du domicile du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, René Emmanuel Sadi fait savoir que plusieurs personnes arrêtées dans le cadre de ce mouvement insurrectionnel ont d'ores et déjà été relâchées, tandis que d'autres le seront en considération de leur degré d'implication et de la menace qu'ils représentent pour la société. Des mesures qualifiées par certains comme gestes d'apaisement, ces mesures qualifiées par certains comme un geste d'apaisement interviennent au lendemain de la tenue des élections régionales et surtout à un moment où, selon le porte-parole du gouvernement, là je vais le citer, le calme règne dans le pays. Fin de citation. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, le débrief du journal. Et tout de suite, le fait du jour. Levée de siège et libération des prisonniers. Quelles conséquences? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Emmanuel Kougné. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain et merci de donner la parole, n'est-ce pas, au MRC sur votre plateau. Je crois que nous allons pouvoir, n'est-ce pas, apporter notre modeste contribution au débat de ce soir. Et je crois que nous allons, n'est-ce pas, satisfaire aux attentes de millions de téléspectateurs. Bonsoir également à tous mes compagnons ici présents. Emmanuel Kougné. Oui. L'actualité, on parle beaucoup du MRC depuis cette mi-journée. Oui, on parle du MRC, on devrait aussi parler d'autre chose. On parle du MRC parce que le MRC est un parti dynamique. Quand il y a des événements, c'est tout à fait normal qu'on parle du MRC. Quand il y a Mais vous êtes mieux placé parce qu'un de vos camarades, anciens camarades du SDF qui a fait comme vous, un peu avant, a décidé de claquer la porte du MRC comme vous. Oui, vous savez... Vous étiez tous les deux au SDF. Tout à fait. Voilà. Chacun sait comment il est arrivé, chacun sait comment il part. Oui. Moi, je crois que je n'ai pas de commentaire particulier à faire par rapport, n'est-ce pas, aux décisions de M. Célestin Djamène. Mais je voudrais quand même dire que, bon, chacun sait comment il fonctionne. Moi, je crois qu'on peut tout simplement voir d'autres faits majeurs de cette nature qui ont eu lieu dans des démocraties qui sont des vraies démocraties, pas des démocraties comme celles qui sont en plein apprentissage comme la nôtre. Par exemple, vous avez vu le Premier ministre en France, Lionel Jospin, oui. Quand il a été candidat aux élections présidentielles, il était certain, il était sûr, en tant que Premier ministre, qu'il passerait compte tenu de sa popularité. Mais à cause, n'est-ce pas, de la candidature de M. Chevènement, du ministre Chevènement, oui. Les voix ont été dispersées et il a décidé... Dispersion des voix de la gauche. Voilà, il a décidé de ne plus faire de la politique. Donc, il y a des gens qui ne supportent pas certains faits majeurs. Donc, je comprends que Célestin Djamène soit allé jusque-là parce que quand le MRC a décidé de ne pas aller aux élections, il a pris ça comme un coup. Et puis, je crois que jusqu'à présent, il ne s'en est pas bien remis. Et pendant cette période difficile qu'il traverse, il a choisi de poser un acte. Et puis, bon, il est seul responsable de cet acte-là. Et je lui souhaite bon vent. J'espère qu'il a bien réfléchi et que la voie qu'il a prise sera bien pour lui, qu'il va trouver le bonheur par là. Pourquoi pas. Xavier Bellemé, bonsoir. Oui, bonsoir, mon cher Serge Alain, et merci pour l'invitation que vous nous faites. Vous êtes du Social Democratic Front, c'est cela? C'est exact. Vous aimeriez que Célestin Djamène revienne au SDF? Non, c'est pas ça. Bon, Célestin Djamène, d'abord un brillant homme politique. Oui. Bon, voilà pourquoi vous aimez. C'est un brillant homme politique et que l'acte qu'il a posé aujourd'hui, il a exercé tout simplement son droit à la liberté
d'un parti politique. Il était au SDF hier, avant-hier, il était au MRC, aujourd'hui, il n'appartient pas à cette formation. Moi, le seul commentaire que je peux faire, c'est qu'il a exercé son droit, sa liberté d'expression, de choisir. Et un parti politique n'est pas une prison. Donc on peut entrer et sortir si on veut, si on ne se sent plus à l'aise. Donc je n'ai aucun commentaire particulier. Vous avez déjà commenté. Mais s'il veut y revenir à SDF, il n'y a pas de problème. On a mis une commission de réconciliation et autres avant-hier. Il peut le faire. Bon, maintenant, c'est son droit. Je n'ai pas de commentaire à faire. Donc, Maître Augustin Kefa, bonsoir. Bienvenue. Monsieur Jana, bonsoir. Bon retour au pays. Nous avons suivi comment vous êtes devenu l'ami des chefs d'État. Bravo pour cette nouvelle conquête. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous les copanélistes. J'espère que nous serons à la hauteur du sujet qui est à l'ordre de cette émission. Voilà. À côté de vous, docteur Luisin Soma. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Saint-Jean Retour. Bon retour au Cameroun. Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir je salue avec respect les autres copanélistes. Et permettez-moi d'envoyer un bonsoir fraternel à toutes les populations du Mbam, surtout à celles du quartier Ngengui, du Rue Chevalier. Je reste avec vous, docteur Luisin Isomba. Lorsque René Emmanuel Sadi dit que le calme, au regard de ce qui s'est passé le 6 décembre, c'est-à-dire réussite, la tenue effective des élections régionales et aussi le calme qui règne sur l'étendue du territoire, il était de bon ton pour le gouvernement de procéder à un réajustement de ces mesures prises là pour mettre en échec le mouvement insurrectionnel du MRC du 22 septembre. Donc, la levée du siège. Bien entendu. Cette explication tient la route pour vous? Bien entendu, ces gens-là autour, situons un peu le contexte. Vous vous rappelez qu'avant la tenue de ces élections, le professeur Maurice Kamto avait lancé une farouche résistance à la tenue des élections régionales. Pour lui, il avait estimé que l'opportunité n'était pas choisie et que ces élections, au moment où elles sont programmées à cette tenue, n'apporteraient rien aux Camerounais. Et face à cette farouche résistance, il y a eu de l'autre côté le gouvernement qui avait déjà estimé que la décentralisation dans son sens, justement, de l'unité régionale, serait un autre moyen aujourd'hui d'apaiser, j'allais pas dire d'apaiser, mais d'améliorer les conditions de vie des citoyens dans le sens justement dans le sens économique et politique et surtout et social. Et bien entendu, face à cela, nous avons eu plusieurs communiqués, et surtout celui du ministre de la Communication, qui avait donc indiqué, et qui a d'ailleurs indiqué après la tenue des élections, et ça il faut le dire, compte tenu du fait que le collège électoral était réduit, il faut le dire aux Camerounais, ce sont des élections qui se sont très bien déroulées dans le calme, dans la sérénité. C'est vrai qu'on y a enregistré quelques incidents de parcours, des décès du chef de l'autre côté de Maroua et ici, et même un des nôtres qui a été tué du côté du nord-ouest. Donc après tout cela, après que ces élections se soient tenues, il était dans le bon ton qu'en réalité le gouvernement comprenne qu'il n'y a plus des obstacles à la tenue de ces élections qui se sont tenues. D'ailleurs, les verdicts sont en train d'être rendus et il fallait prendre la voie de l'apaisement et je pense que c'est ce qui a été fait en procédant déjà à la libération des forces de défense au domicile du professeur Maurice Kamto. C'est comme nous avons vous dites libération? Oui, bien entendu. Il fallait les libérer. Il est libéré. De maintien de l'ordre. Écoutez, c'est ici sur ce plateau que j'avais utilisé une formule pour dire qu'en réalité, le professeur Maurice Kamto était au paradis chez lui. Il préférait aller en enfer, en prison. C'est-à-dire qu'en fait, chez lui, il était plutôt au paradis. Et il préférait plutôt aller justement en enfer. Et l'enfer ici, c'était la prison. Or, le gouvernement a compris ceci que autant mieux le conserver au paradis chez lui que de le conserver en enfer, en prison. Et je crois qu'après la tenue de ces élections, il était de bon ton. Enfin, pour tous les analystes politiques, on savait que, quel que soit le cas, le gouvernement allait apaiser la situation en libérant un certain nombre d'activistes, on ne va pas dire d'activistes, mais des militants du MSC. Et surtout, le cas qui était le plus saillant, c'était le cas du professeur Maurice Kamto. Vous vous rappelez qu'à la sortie du ministre des Affaires étrangères, Yves Le Drian, lui, il avait été plus précis par rapport au président Emmanuel Macron. Il a dit que pour que la situation au Cameroun
sociopolitique soit décrispée, il faudrait la libération du professeur Maurice Kamto. Et je pense qu'après la tenue de ces élections, il fallait rapidement libérer le professeur, et c'est ce qui a été fait. Emmanuel Kounié, justement, le professeur, il y a cette levée de siège, on va l'appeler comme ça, mais vous avez encore vos camarades qui sont en prison. Moi, je me demande dans quel genre de système nous trouvons, dans quel référentiel est-ce qu'on se trouve. Quand je vois la manière dont les choses se passent, je suis outré, je suis dépassé. Je me demande si on est dans un pays normal. Voilà un monsieur qui est chez lui, on l'encercle, on le séquestre, on ne lui dit rien. Alors, on lui aurait au moins dit pourquoi est-ce qu'on l'a séquestré. On ne lui a rien dit. Il est chez lui, il ne sait pas pourquoi les gens sont là. Il ne sait pas quand est-ce qu'ils partiront. Aucun Camerounais ne sait. Aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent se comportent comme des bons, comme des dieux. C'est-à-dire, le gouvernement dit que mais après coup, oui, mais après coup, mais il fallait le dire. Les régionales aient lieu d'abord. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas dit? Pourquoi ils n'ont pas dit qu'après les régionales, ça se passerait ainsi? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on doit traiter les gens comme des animaux? Ce n'est pas possible. Si c'était ça la raison, il fallait donc écrire au professeur Maurice Kamto pour lui dire on t'assiège parce que tu nous empêches de faire des élections et après les élections, on verra bien. Mais ils n'ont rien dit du tout. Et un matin, ils lèvent le siège et puis les gens trouvent que c'est l'apaisement. On voit les gens qui agressent carrément quelqu'un parce que le professeur Maurice Kamto a été agressé. Ça, c'est une agression, la séquestration. Mais lui, il ne connaissait pas son sort. Lui-même l'a dit qu'il est ignorant, n'est-ce pas, de sa situation. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Et aujourd'hui, on sort un communiqué pour nous dire, oui, il fallait qu'on lève le siège après les élections, mais le siège a été d'abord... et puis pourquoi? Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Donc je pense que ceux qui nous gouvernent doivent être un peu élégants. Ça, c'est absolument inadmissible de considérer les autres comme des moins que rien et de poser des danseurs de cette nature-là. La police ou l'armée n'est pas la propriété de quelqu'un. C'est la propriété de tous les Camerounais. Et ceux qui nous gouvernent doivent savoir que la police est à leur disposition pour utilisation et que la police ne fait pas partie de leur parti politique, ni de la gendarmerie. C'est la grande muette. Et quand on parle de l'État, les juristes sont là, on nous dit que c'est trois composants. C'est un gouvernement, c'est un peuple, c'est un territoire. La grande muette fait pas partie de cette... Et la grande muette est à côté. Elle est à côté, elle est appelée pour pouvoir mettre de l'ordre au cas où, n'est-ce pas, il y a un déséquilibre. Ou bien un de ces pouvoirs devient dangereux pour les deux autres, ou bien deux pouvoirs deviennent dangereux pour un autre. Donc, ce n'est pas possible que des gens, parce qu'ils ont le pouvoir, puissent penser qu'ils doivent utiliser le pouvoir, n'est-ce pas, à leur fin. Parce que se comporter de cette manière, je trouve que c'est d'abord absolument inadmissible. C'est très insolent. Je ne sais pas comment qualifier ce genre de comportement-là. Maintenant, on nous sort un communiqué et on nous dit que c'est l'apaisement. Mais ils apaisent quoi? Qu'est-ce qu'ils ont d'abord? Est-ce qu'on est dans un état anthropophage où l'État doit manger ses propres enfants? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc que ces messieurs comprennent qu'on est fatigué. Et voilà, en prison, on libère certains, on garde d'autres. On dit, on va voir progressivement ceux qui sont moins dangereux, etc. Alors, ils ont le thermomètre de cette affaire. Comment est-ce qu'ils font pour savoir que certains sont dangereux, d'autres pas? Et pourquoi ils ne communiquent pas? Ils gèrent les gens comme, n'est-ce pas, des bergers qui gèrent un troupeau de moutons. Est-ce que les Camerounais sont des moutons? Si les gens ont été élus et qui gouvernent le Cameroun, il faudrait qu'ils puissent donner aux Camerounais, dire aux Camerounais où est-ce qu'ils conduisent le pays et que les gens soient au courant des actes qu'ils posent. Sinon, moi, je trouve que ça, c'est un acte très violent. C'est d'une violence inimaginable. Donc, moi, je pense que ce qui est fait, et quand le ministre parle de cette manière, moi, je suis très embêté. Je suis très embêté que des gens qui ont le pouvoir de gérer un peuple puissent développer des comportements comme ça et qui justifient de cette manière et qu'ils appellent ça apaisement. Ça veut dire qu'ils ont pris une pièce de rechange. Aujourd'hui, ils disent, et puis, quand les élections sont passées, bien passées, est-ce qu'ils vous ont dit tout ce qui se passe au nord, au sud-ouest aujourd'hui, ce week-end? Des gens sont en train de mourir. Et à cause de ces élections-là, est-ce qu'on doit faire des élections pour qu'il y ait des morts? Non, le ministre dit que le calme qui règne dans le pays. Est-ce qu'on doit faire des élections pour qu'il y ait des morts? Est-ce qu'il n'y a pas eu des morts après ces élections? Oui. Est-ce qu'on doit faire des élections pour qu'il y ait des morts? Moi, j'ai suivi les Ambazoniens, le chef des Ambazoniens qui est, je crois, aux États-Unis, leur président, dire dans une vidéo que si quelqu'un a abrité les cams, ou bien il a porté les unes, ou bien il a travaillé quoi que ce soit dans ces élections, Yonem Nadaï. C'est-à-dire qu'il menace des gens de mort. Est-ce que nous allons laisser notre pays rentrer dans ce genre de cercle? Et puis ces élections, c'est pour quoi faire? Nous avons dit tout à l'heure qu'on parle de la décentralisation. Quelle décentralisation? Vous pensez que des gens qui ont fait des années dans la dictature peuvent devenir des démocrates?
Ces gens ont gouverné le Cameroun dans les années de 82, au départ des Aïdjo à 91. Ils avaient le pouvoir, les gens blacks sont allés en prison, c'était des dictateurs. Aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que ces gens se sont refait une virginité? Est-ce qu'ils peuvent se refaire une virginité? Donc, comprenez qu'ils ne peuvent faire que ce qu'ils font là. Et puis, le Cameroun n'a plus besoin de ça. C'est pour ça que nous demandons qu'ils ont fait leur temps, qu'ils libèrent le plancher, que d'autres gens qui ont d'autres relents, qui ont d'autres manières de voir, qui ont d'autres manières de concevoir les choses puissent arriver. Ils ne seront jamais démocrates. La preuve, ils nous ont dit que pour cette décentralisation, ils nous ont dit qu'ils devaient donner 15% n'est-ce pas, du budget de l'État comme dotation de décentralisation. Ils ont donné 200 millions au lieu de près de 700 millions. Alors, ils violent leur propre loi. C'est quelle décentralisation ils sont en train de faire? Ils ne perdent pas du temps, ces gens-là. Merci. Xavier Belémé, à côté, il y a quand même des personnes qui ont été libérées. Le siège au domicile du professeur Kamto a été levé, mais en même temps, dans le communiqué du ministre de la Communication, il dit des procédures judiciaires engagées contre les meneurs et les organisateurs de ce mouvement insurrectionnel se poursuivront. Oui, et on parle d'apaisement, mais en même temps, on veut maintenir d'autres en prison. C'est même un scandale qu'en 2020, au Cameroun, dans un système multipartisan, qu'on soit encore arrêté des acteurs politiques parce qu'ils ont tout simplement usé de leurs droits constitutionnels, le droit à la liberté d'expression, le droit de manifester. C'est contenu dans la Constitution de la République du Cameroun. Il est scandaleux qu'après 30 ans de multipartisme, qu'en 2020, qu'on soit en train de séquestrer des gens parce qu'ils ont tout simplement usé de leurs droits fondamentaux. Moi, je trouve que c'est ahuri et l'Ouest est scandalisé pour ce genre d'habitude. Et d'ailleurs, vous savez, à l'époque, il existait encore dans notre pays une loi qu'on appelait la loi sur le grand banditisme, dont le préfet avait autorité. Et ils utilisaient donc cette loi pour essayer de bâillonner l'opposition. Malheureusement, on arrivait à la contourner. Et il y a eu une descente vertigineuse en 2012 avec la loi antiterroriste. Si on a bâillonné le professeur Kamto et ses partisans, d'ailleurs on se réjouit, et il faut que d'abord je le dise ici, que nous nous réjouissons que le professeur Kamto et son parti, le MSC, ont rejoint l'OIDF dans ce que nous menons depuis 30 ans. Notamment la liberté d'expression, la liberté de manifester. C'est pourquoi nos pères fondateurs ont lancé l'OIDF le 26 mai 90. Et il est incroyable, inconcevable, mon cher Alain, quand on parle les gens encore, parce qu'ils ont voulu utiliser un des moyens dont le Cameroun a même ratifié plusieurs conventions. Donc non seulement la Constitution de la République du Cameroun protège, et on a ratifié plusieurs conventions, notamment la Convention, la Déclaration universelle des droits de l'homme et diverses autres conventions internationales que nous avions ratifiées. Et quand on arrête quelqu'un parce qu'il a voulu exprimer un point de vue en utilisant des moyens constitutionnels, on l'amène devant le juge militaire pour être jugé, il risque la peine de mort. La loi antiterroriste que l'OIDF a toujours dénoncée, c'est une loi qui est une loi extrêmement dangereuse, qui n'a rien à y voir la lutte contre le terrorisme. Donc la preuve, vous êtes un excellent journaliste, vous n'avez jamais couvert un procès d'un terroriste dans un tribunal militaire au Cameroun. Par contre, les gens qu'on amène là-bas, c'est des gens qui ont voulu simplement exprimer leur opinion, leur désaccord avec la façon dont on gère les affaires publiques au Cameroun. C'est tout. Alors, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est une situation extrêmement grave et il faut que cela cesse. Ok. Maître Augustin Gueffard, oui, 76 jours, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, 76 jours reclus dans sa résidence. Et du jour au lendemain, on vous dit, bon voilà, on lève le camp. Que peut le professeur Maurice Kamto face à cette situation? Il n'a pas été notre... Qu'est-ce qu'il peut faire après ça? Serge Alain, 76 jours après, je réfléchissais au sens vulgaire de ce qu'il peut faire. Mais l'actualité aujourd'hui me demande le contraire. Il a passé 76 jours de paix, 76 jours bien surveillés, parce que si l'actualité que j'ai connue ce jour est vraie, pendant ces 76 jours, il a commis 2 livres, un recueil de poèmes et un autre ouvrage qui critique le territoire insoumis dans lequel nous nous trouvons. Ce qui veut dire qu'il était vraiment en paix avec sa conscience, en paix avec son corps, en paix avec tout. D'ailleurs, il était bien surveillé. Je suis vraiment très pressé de savoir que les librairies du Cameroun vont mettre ces 2 chefs-d'œuvre à notre portée pour que tout le monde lise et qu'on critique. Alors, rien que la production de ces 2 œuvres-là m'amène à dire que
il y a eu du bon dans ce qui s'est passé. Un message est passé relativement à l'individu. Et il y a eu du mauvais au regard de l'image du pays. Tous les professionnels du droit, aucun n'a trouvé la phrase juste pour définir dans quel état se trouvait le concerné. Ce qui veut dire que nous devons avoir honte d'être passés champions dans ce type de comportement. Ça ne nous honore pas, ça défigure. J'ai suivi votre reportage à Bangui. Vous avez montré les images qui démontrent que la démocratie est en train de se travailler là-bas, alors qu'ici on est en train plutôt de sacrifier la démocratie. D'ailleurs, le communiqué du ministre que vous venez de lire justifie. La justice est mise en berne, c'est le pouvoir politique qui dicte la conduite à tenir de ceux qui sont séquestrés, qu'ils soient chez eux ou en prison. Vous voyez, le ministre de la Communication va jusqu'à dire que en fonction des intérêts politiques, ils vont apprécier de la possibilité d'élargir X ou Y. Mais je voudrais que son communiqué soit compris par tout le monde. Il paraît qu'au niveau de Banganté, les bras séculiers de l'administration sont encore réfractaires, ou bien sont réfractaires au communiqué du ministre qui dit que ceux que je viens de libérer sont ceux que j'ai estimés être bons pour la société actuelle. Il paraît que Serge Branco, j'ai dit qu'il paraît, il se rendait à Banganté chez lui au village, il a été bloqué par l'administration, c'est interdit d'entrer chez lui. Je crois que c'est ahurissant. Je crois que ce communiqué doit avoir large écho et il doit avoir des séminaires pour faire comprendre à ceux qui administrent qu'à un moment donné, la colère contre un parti politique ne peut pas se transformer en destruction de la population, bien d'une partie de la population. Permettez que je lise pour qu'on comprenne bien. Le ministre dit plusieurs personnes arrêtées dans le cadre de ce mouvement insurrectionnel ont d'ores et déjà été relâchées. D'autres seront au fur et à mesure de l'évolution des procédures judiciaires et en considération de leur degré d'implication et de la menace qu'ils représentent pour la société. Voilà. Donc vous-même vous comprenez que ceux qui ont demandé à Serge Branco Nana de ne pas entrer dans Banganté, ce sont ceux qui n'acceptent pas que l'État politique, que l'État a compris que ce monsieur ne constitue plus une menace pour la République. D'ailleurs, à ce jour, je crois que ce monsieur, tout doucement, il a intégré. Mais la réalité, ce que j'observe, c'est à la suite de ce communiqué, je dois me poser une seule question. Si tout ça était pour ces élections, alors, est-ce que ces élections vont nous permettre d'atteindre la décentralisation attendue? C'est la question. La conséquence première, c'est que nous devons nous interroger. Est-ce que le but poursuivi est celui qui doit être atteint? Je m'arrête seulement sur le plan normatif. Le Premier ministre a dit l'autre jour, lorsqu'il présentait sa politique annuelle, il a dit que pour la décentralisation, le texte que nous trouvons déjà comme un piètre texte au regard de la décentralisation que nous sommes en train de revendiquer à U et à Dia, que ce piètre texte, pour passer, il va falloir prendre 32 décrets d'application. Le Premier ministre a dit qu'au moment où nous parlons, seuls 6 décrets ont été signés. Ce qui veut dire que sur les 32, il reste 26. Alors, la première question que je me pose, ils ont été élus. Quel est le contenu de ces 26 décrets qui ne sont pas encore signés? C'est quel frein au développement? Alors, s'ils ont donc été élus, c'est pour faire quoi? Alors que les 26 vrais décrets sont encore attendus. À quand la décentralisation attendue? À quand la signature de ces 26 décrets attendus? Je crois que c'est le plus important. Voyez, moi je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas un texte parfait qu'il faut. Le petit texte, médiocre qu'il soit, il faut qu'il soit entièrement exécuté. Or, lorsque nous avons déjà un texte qui est imparfait, pour ne pas dire médiocre, qui est d'abord interdit depuis la source,
d'être mise en implémentation, je crois que c'est le vrai problème. Le peuple doit se dire quand est-ce que nous aurons la décentralisation? Parce que nous obtiendrons cette décentralisation le jour où, en tout cas, celle que le pouvoir nous propose, lorsque les 32 décrets d'application seront en exécution. Mais ce n'est pas pour demain. Okay. Voilà. Docteur Luisan Issoumba, à côté de ces mesures levées du siège et ces libérations, comme on l'a dit, en même temps, le pouvoir martèle que des procédures judiciaires engagées contre les meneurs et les organisateurs de ce mouvement vont se poursuivre. Comment comprendre cet état de choses alors qu'on parle d'apaisement? Parce qu'il rappelle à un moment que le président de la République est attaché au dialogue et à la concertation et qu'il a décidé de mettre en place une démocratie apaisée. Ça, c'est le ministre Sadi qui le dit. On parle d'apaisement, en même temps, on dit on veut maintenir des gens en prison. Ces gens-là, on voit toujours qu'une épée de Damoclès pèse sur tous ceux qui ont été arrêtés. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la manifestation d'une réelle volonté d'apaiser, de libérer, mais de l'autre côté, on voit qu'effectivement, on tient toujours la barque de fer, la main de fer de la sanction. Ces gens-là, je me posais tout à l'heure la question de savoir, quand nous prenons les élections au Cameroun, vous savez que la tenue de ces régionales, des élections régionales, à mon sens, dans la hiérarchisation des élections, ces élections devaient intervenir normalement en 2025. Oui. Parce que quand vous prenez la hiérarchie des élections dans un État, pas dans un État au Cameroun, je parle des exemples, non pas ailleurs, prenons le Cameroun, on organise d'abord les élections municipales. Après les élections municipales, c'est l'organisation des élections régionales. Parce que les conseillers municipaux et les conseillers régionaux doivent élire les 70-62 sénateurs. Donc cela veut dire qu'après les régionales, on procède à l'élection sénatoriale. Et après les élections sénatoriales, c'est l'élection présidentielle. Et les élections législatives sont la dernière élection à être organisée dans un État. Donc cela veut dire que sous l'angle de l'opportunité, on pouvait bien se poser la question de savoir quelle était l'opportunité de faire intervenir les élections régionales à cette heure-ci. Mais comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure... Mais ils disent que les Camerounais se plaignent depuis 2016 que le processus de décentralisation piétine. Bien entendu. Ils disent que c'est le parachèvement. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on se rend compte que, en fait, l'option pour la régionalisation était venu placer la région non plus comme un modèle de gestion greffé à l'État, mais comme un projet de société politique. C'est-à-dire qui va amener à l'émancipation d'abord du citoyen, à la respiration de l'espace national et à la respiration même de l'espace politique. Or, vous convenez aujourd'hui que quand ces élections se sont tenues, bien entendu, en rapport avec la crise en cours, des arrestations en cours, le gouvernement a libéré quelques-uns. Et il y a eu ces forces de défense qui sont parties, qui ont libéré le domicile du professeur Maurice Kamto. Mais quand vous suivez le communiqué, ces gens-là, vous vous rendez compte que ce communiqué est empreint d'une volonté manifeste de continuer justement de traquer le peuple. Parce que ça devait être clair de constater que le membre du gouvernement indiqua dans ce communiqué que toutes les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre soit des marches, soit le cas qui devaient s'opposer à la tenue de ces élections, maintenant que ces élections sont achevées, autant on va tous les libérer. Mais on remet le compteur à zéro. Ah, voilà, mais en indiquant qu'on va les libérer en fonction de leur participation, non pas au maintien de l'ordre, mais à leur position par rapport à la vie et à la sécurité de l'État. Je pense que, comme le disait Emmanuel Kounié tout à l'heure, on ne peut pas prendre son peuple pour un exutoire. Parce que c'est toujours vers ce peuple qu'on revient lorsqu'on veut avoir le suffrage, lorsqu'on veut avoir ce mandat pour diriger. Et c'est la raison pour laquelle, si l'on considère le peuple comme la source souveraine du pouvoir, autant mieux le traiter avec beaucoup de condescendance. Ça ne veut pas dire que le citoyen doit se placer en dehors de la loi. Parce que quand vous prenez les 4 droits du citoyen, le citoyen a le droit de participer à l'élaboration des lois, premier droit. Deuxième droit, il a le droit de payer l'impôt. Troisième droit, il a le droit d'avoir accès à la fonction publique. Et le quatrième droit, c'est le droit d'exiger des comptes
aux gestionnaires. Et parmi les devoirs donc, du fonctionnaire, il y en a deux. C'est-à-dire le devoir de payer l'impôt, il doit payer l'impôt, et le devoir d'obéir à la loi. Alors, si vous convenez avec moi qu'en état de pression, comme c'est le cas, l'État devient injuste à tout moment, et quand il n'y a pas la pression, l'État est juste, mais rien ne peut justifier le fait que, quel que soit le contexte, que l'État devienne injuste. Parce qu'en réalité, la loi, comme le disait Isna, mon Dieu, c'est la loi, je n'en ai pas d'autre. Et par souci d'exemplarité, c'est l'État qui doit respecter la loi. Parce que quand vous prenez quelqu'un qui est embastillé pendant près de 76 jours, sans qu'il y ait eu un titre qui lui ait servi, en termes de savoir, monsieur, comparaissait devant telle juridiction pour avoir commis telle infraction, mais et que cela ne soit pas fait, moi je pense qu'il faudrait que notre État revienne au bon sentiment. Et pour quelle est la cause? Alors la cause est simple. C'est simplement parce que nous n'avons jamais eu une véritable alternance au Cameroun. Vous n'allez jamais voir cela aux États-Unis où les républicains et les démocrates s'échangent à tout moment. C'est la tolérance politique. Donc chez nous, les joutes verbales montent, la violence monte, la répression de l'État est forte, tout simplement parce qu'il n'y a pas cette alternance politique et il n'y a pas l'application de la loi des reins. Vous savez que la loi des reins voudrait que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir peuvent se retrouver à l'opposition et ceux de l'opposition puissent se retrouver au pouvoir. Et ça fait de sorte que s'il y a donc cette alternance, vous verrez que même sur vos plateaux de télévision, même si vous invitez le RDPC, le MSC, il n'y aura pas de tension parce que les deux vont se tolérer. C'est savoir que si c'est le RDPC qui est au pouvoir, demain ça peut être le MSC. Si c'est le RDPC qui est là, demain ça peut être le MSC ou le PCN ou le SDF. Donc tout cela peut justifier cette attitude de l'État qui, en réalité, pour les besoins, me dirait-on, de sûreté ou de sécurité de l'État, peut donc être amené à piétiner la loi. Or, la loi, c'est pour tous. Tous sont au-dessus de la loi. Emmanuel Kounié, les régionales sont passées, mais vous comprenez qu'il y a encore cette chasse aux sorciers, on va l'appeler comme ça, contre certains de vos camarades? Oui, mais je comprends très bien, je comprends, parce que ceux qui nous gouvernent savent bien que tout ce qu'ils ont fait là, ils ont fait des tours de passe-passe, ils n'ont pas fait des élections. Ils ont essayé de faire quelque chose qui est, n'est-ce pas, assimilable aux élections, qu'ils assimilent aux élections, mais ils savent que le peuple n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe, ça ils le savent. Ils savent qu'ils ne peuvent continuer, n'est-ce pas, à être tranquilles que s'ils menacent le peuple par une répression éventuelle. Donc tout ce qu'ils développent là, tout ce qu'ils font, c'est pour dire faites attention, nous sommes prêts, n'est-ce pas, à agir si jamais vous pouvez bouger le petit doigt. Donc ils sont obligés de garder certains prisons et de faire savoir, pour faire savoir aux autres que si d'aventure quelqu'un pose encore un acte, il va aller suivre cela. Parce qu'il libère tout le monde, il peut se dire, le pouvoir peut se dire que les gens peuvent se retrouver dans la posture où ils pensent que maintenant c'est terminé, on peut faire les choses normalement. Donc c'est pour leur dire, rien ne se fera normalement. C'est pour ça qu'il y a ces otages-là, parce que pour moi ce sont des otages. Parce que si c'était des prisonniers, on devrait au moins les présenter chez le juge ou des trucs comme ça, mais quand les gens sont en prison, ils ne savent pas quand ils vont sortir, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils sont présentés devant un juge. Moi je crois que ce sont des otages, on ne peut pas les appeler autrement. Donc pour ma part, c'est assez compliqué et je crois que les élections sont passées, mais eux-mêmes ne sont pas certains de ce que se fera le lendemain. C'est pour cela qu'ils sont frileux, ils ont peur de tout. Comme je disais sur un autre plateau, s'ils voient une fumée qui sort d'une cigarette, je crois qu'ils vont balancer au moins 10 fûts d'eau pour éteindre le feu parce qu'ils vont se dire que peut-être il y a un incendie. Donc ils sont systématiquement en train de surveiller à gauche, à droite pour savoir s'il n'y a pas un problème. Donc moi je crois qu'on ne peut pas vivre dans ce genre de situation. Eux-mêmes ils doivent revenir à la raison. Ils doivent comprendre que les gens ont des droits. Et que, comme a dit le professeur Luison, le docteur Luison tout à l'heure, vous ne pouvez pas être l'État et puis violer systématiquement la loi. L'État ne peut pas dire, oui, vous avez violé la loi, et comme vous avez violé la loi, moi je viole aussi la loi en vous gardant chez vous pendant 76 jours. Donc parce que vous estimez que les gens ont violé la loi, l'État aussi viole la loi. Alors quand on est dans un environnement comme ça, est-ce qu'on est encore dans un État? Parce que c'est ce qui s'est passé. Hein? Ils estiment que les gens ne sont pas bien comportés. Ils disent, ok, nous aussi on ne se comporte pas bien. On va faire ce qu'on peut parce que vous avez voulu faire ce que vous voulez. Alors, dans ces conditions, l'État et les individus se placent au même pied d'égalité. Et en ce moment, on ne peut pas dire qu'il y a un État.
nous sommes dans quelque chose qui n'est pas descriptible. Je crois que peut-être c'est les juristes qui nous diront comment on appelle ce type d'environnement, mais je ne pense pas que ça c'est un état normal. C'est un état extrêmement anormal. Et ceux qui nous gouvernent ne se comportent pas comme des gouvernants. Ils se comportent comme des rivaux, n'est-ce pas, des individus. Donc moi je crois qu'ils devraient se mettre en attitude. Et puis gérer la population compte tenu de la loi. Et puis, systématiquement, faire en sorte qu'ils respectent les droits des uns et des autres. Mais ce n'est pas le cas et c'est bien dommage. Moi, je me demande comment on s'en sortira parce que ça fait 38 ans que ça dure et aujourd'hui, ça continue. D'ailleurs, ça continue en s'aggravant. Et je me demande comment on sortira de cette affaire-là. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui ont pris les armes au nord ou au sud-ouest, mais il m'arrive même de les comprendre. Parce que quand vous êtes face à une situation où vous n'avez pas d'issue, alors vous ne pouvez que craquer. Donc il faudrait qu'ils comprennent que ce qu'ils font là, c'est mauvais et qu'ils ont le pouvoir du peuple et qu'ils doivent se comporter différemment et ils doivent s'assurer que la loi doit être appliquée parce que c'est eux qui doivent suivre l'application de la loi. Et quand eux, ils violent la loi eux-mêmes, alors ils sont disqualifiés, n'est-ce pas, pour apprécier la violation de la loi et en ce moment, nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes dans un état de fait et on risque, n'est-ce pas, de n'être plus une république. Xavier Bellemé, vous êtes d'accord avec Emmanuel Kounié lorsqu'il pense que des individus ont peut-être violé la loi, l'État ne devrait pas aussi violer la loi. Oui, là, ça veut dire qu'on rentre là dans une sorte d'anarchie qui est organisée par l'État lui-même. C'est-à-dire que ce n'est plus la loi qui gouverne, parce qu'en République, seule la force de loi gouverne les rapports entre les institutions et les individus. Donc, ça veut dire que c'est le plus fort maintenant qui va faire la loi. Donc, ça, c'est grave. Et puis, de l'État. De l'État. Donc, ça veut dire que comme il a les moyens, puisqu'ils ont une expression qui est très chère dans leur vocabulaire, c'est que l'État est un monstre froid. C'est incroyable. C'est-à-dire que l'État n'est plus là pour trouver des solutions, pour les solutions aux problèmes quotidiens des citoyens, mais l'État est là pour les écraser. Voilà la fonction qu'on veut donner à l'État. Moi, je crois qu'il y a un constitutionnaliste, là, le docteur Luzon Essomba, qui, je crois pas, c'est comme ça que l'État a été conçu. L'État est un monstre froid, pas parce qu'il doit tuer les gens, il est un monstre froid parce qu'il n'agit pas pour la cause de celui qui, pour le prestige de celui qui jouit des pouvoirs de l'État, mais il est là pour régler les problèmes de la République et trouver des solutions aux problèmes quotidiens des citoyens. Voilà c'est à quoi. Et puis, pour revenir sur les élections régionales, c'est les régions régionales, vous savez, c'est depuis le 18 janvier qu'il y a la Constitution qui a instauré la décentralisation au Cameroun. Et ça fait 24 ans aujourd'hui que cela figure dans la Constitution de la République. Et aujourd'hui, comme ça, tout de go, l'État se lève un matin et dit qu'il a gagné les élections régionales. Vous comprenez donc que ce n'est pas pour trouver la solution de développement sur le plan local des citoyens camerounais. Et c'est pour reloger quelques retraités du RDPC, qui sont soit des fonctionnaires. Vous savez que les sous-préfets, préfets sont des responsables locaux du RDPC. Le sous-préfet, le président de l'arrondissement du RDPC, le préfet et le président départemental du RDPC, le gouverneur et le président régional du RDPC. Allez lire les statuts du RDPC. Ils sont clairs, ils disent que le gouverneur des régions est un membre, est délégué au congrès du RDPC. Je n'invente pas, c'est dans les statuts. Et ça, c'est un fait. Et de deux, les anglophones sont fondamentalement fédéralistes, comme l'OSIF. Les anglophones n'ont rien à y voir de la décentralisation et du statut particulier. D'abord, qui n'a rien comme contenu. On ne sait même pas à quoi ça rapporte le statut particulier. Absolument à rien. La décentralisation, c'est une décentralisation mornée, mon cher Céjalin Otou. Elle n'existe pas. Vous prenez un exemple, le Code général, les 501 articles qui constituent le Code général de la décentralisation. Et comme tu as M. Kouye a un peu souligné ça tout à l'heure, 15% du budget de la République, c'est-à-dire que les 4 800 milliards et plus qu'on venait de voter, on devait consacrer 15% de ces 4 800 milliards pour les collectivités décentralisées. Mais ils ont dit non, qu'ils ne font pas. Ils ont consacré 200 milliards. 200 milliards et plus. C'est une violation grave de la loi. Une autre violation. Voilà une autre violation pour dire que nous avions un État voyou. C'est un gouvernement voyou. Et je ne sais pas si c'est Maître Ngefa qui parlait des décrets d'application. Effectivement, oui, tous ces décrets, il faut les signer. Il faut signer les décrets d'application. Par exemple, on a dit que le statut spécial, on a déjà lu les conseillers régionaux, le statut spécial pour les deux régions nord et sud-ouest vont bénéficier des lois spécifiques.
Où sont ces lois? Il n'y a aucune loi. Voilà la session parlementaire qui vient de finir. Pourtant, on va installer bientôt le 22 décembre les conseils régionaux avec ces fameux statuts spéciaux. Je ne sais pas comment ils vont fonctionner parce qu'il n'y a aucune loi spécifique, il n'y a aucun texte d'application. Et plus grave, mon cher, plus grave, c'est que ces élections ont été organisées, comme je l'ai dit tantôt, pour les retraités du ADPC et autres, mais beaucoup plus, c'est la poudre aux yeux. Okay. Parce que le régime refuse de trouver la solution. La solution, c'est vider le contentieux historique de 1961. Okay. Il faut le système, il faut qu'on rentre au système fédéral et qu'un anglophone soit président après le président Biya. Voilà le contentieux historique qui le refuse. Le chef de l'État a cette solution. Et je le dis, vous permettez-moi, je vais chuter rapidement. Quand après le référendum de 1972, les anglophones ont manifesté leur énervement. Le président Ahidjo à l'époque a commis une commission qui était composée de 3 personnes. Le président, son premier ministre, dont l'actuel président de la République, le président Biya, rapporteur David Abome Tchoy et Mme Dorothée Ndjemama. Alors, tout ce qui était, c'était les anglophones demandaient. On espère que le deuxième point. Tous sont vivants. Tous sont vivants, les 3 sont vivants. Le deuxième point, comme celui concernant la forme de l'État, l'article 47 de la Constitution fédérale interdisait toutes les formes qui portaient sur la forme de l'État. Ça a été violé. On espère que l'autre deuxième point là, qu'après le président Ahidjo, ce sera le président Biya. Et donc, David Abome s'est interrogé si ces rapports avaient été avec le président Ahidjo. Voilà. Merci. Là où on se retrouve. Voilà, merci. Maître Ndefa, on va revenir après le journal parce qu'il est déjà là, Cédric. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons essentiellement politique avec cette sortie du SDF qui tense le gouvernement, dénonçant une mascarade électorale organisée en février et décembre 2020, estimant que le gouvernement, le parti au pouvoir, l'administration et même l'organe en charge des élections ont mis sur pied une stratégie pour détruire le SDF dans son bastion électoral. Vous suivrez dans le journal de 20h les résolutions du comité exécutif national du SDF après la réunion qui s'est tenue à Yaoundé le week-end. Vous suivrez également la réaction de roi Sokoudjou Jean Rameau qui appelle le gouvernement à un sursaut patriotique pour mettre un terme à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il déplore la malgouvernance d'un pays où la misère est rampante et la pauvreté s'aggrave en cette fin d'année 2020. Et ce sont les parlementaires européens réunis en fin de semaine dernière qui ont tenu eux aussi à s'exprimer sur l'enlisement du conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest. La déclaration forte, c'est à suivre dans le journal de 20h. Et dans l'escale internationale, nous irons en Côte d'Ivoire, où s'est tenue la prestation de serment d'Alassane Dramane Ouattara. Il a placé son nouveau mandat présidentiel sous le signe de la réconciliation nationale, du dialogue et de la relance de l'économie et de l'inclusion sociale au Cameroun. Vous l'écouterez dans la page internationale du 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités pour le débrief du journal. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Xavier Bellemé du Social Democratic Front, Emmanuel Kounié du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Dr Luisan Isomba, enseignant de droit public à l'Université de Douala, et Maître Augustin Gueffak, avocat au barreau du Cameroun. Maître Augustin Gueffak, vous êtes d'accord avec le SDF qui pense que tout est mis en œuvre depuis un certain temps pour détruire ce parti dans son bastion? Non, moi je pense que je suis de ceux qui pensent que chaque fois qu'il vous arrive un malheur, vous devez chercher d'abord en vous-même la cause première de votre destruction. Le SDF doit se faire son aggiornamento, sa critique personnelle et se dire quels sont les vrais objectifs. Nous qui sommes de l'extérieur, nous regardons le SDF. Je pense que l'essentiel de ce parti est abandonné au profit
de ce que le courant politique qui gère le pays désire. Le SDF a vraiment abandonné l'idéal, ce qui faisait la muse, ce qui intéressait tout le monde. Il faut du sang neuf, du vrai sang neuf. Il faut qu'ils aient le courage de se dire les vérités. Que ceux qui ont déjà les poches pleines changent de chaise et laissent les places à ceux qui ont encore l'amour de ce parti pour porter vraiment la flamme haute, pour nous faire rêver. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. Il ne faut pas accuser tel ou tel parti venu de l'extérieur. Le SDF vraiment est à l'origine de tous les maux qui le détruisent à ce jour. C'est tout ce que je peux dire. Ouais. Docteur Louison Issouma, le mal il est à l'intérieur, oui, bien interne. Bien entendu. Il ne faut pas regarder à l'extérieur, il faut regarder à l'interne. Il est d'abord interne, et je crois que là je suis d'accord avec Gefack, il est d'abord interne. Vous savez que on avait fondé, le peuple avait fondé tous ces espaces sur le SDF, mais en interne, on a commencé à avoir des départs successifs. Et au-delà de vous voulez parler du 8-2 ? Oui, bien entendu. Au-delà, c'était pas des départs, c'était des extensions. Hein. Bon, il y a eu des départs, il y a eu des départs successifs, il y a eu beaucoup de leurs militants qui sont entrés dans le MSC, ça il faut aussi le dire, qui sont partis du SDF. Il y a au-delà de cela que la débâcle lors de l'élection présidentielle a quand même permis aux Camerounais de comprendre que ce parti avait perdu un peu de l'épaisseur. Surtout qu'il se révélait que Joshua Ossi n'avait pas l'étoffe suffisante pour incarner et porter très haut c'est vous qui le dites, hein. Il a été porté comme candidat en février 2018. Ce qui est intéressant, c'est les militants qui ont porté. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas exclusivement les partis qu'il faut. Les partis doivent avoir des idéologies, proposer quelque chose d'alternatif pour séduire les autres personnes, pour leur conduire à l'élection. Donc, on a estimé, parce que la place que le SDF a occupé lors de l'élection présidentielle permet de comprendre aujourd'hui ce qui peut se passer. Et quand vous regardez bien la situation, ce n'est pas simplement le SDF qui l'a subi. Le parti au pouvoir a les moyens assez importants pour pouvoir dompter n'importe quel parti. Vous avez vu l'élection qui s'est déroulée au Nyon et Kélé, avec 31 conseillers municipaux qui votent. C'est vrai qu'il y a un paradoxe dans cette élection, que ça ne se retourne plus simplement sur des constellations partisanes, mais il y a des constellations identitaires ou communautaires. Mais s'ils ont été séduits par le discours de l'adversaire, entre guillemets. S'ils ont été séduits par le discours de l'adversaire, ça veut dire simplement que le respect de la discipline du parti n'a pas suivi, n'a pas été observé. Ils ont évoqué ça là-bas ? Ah, mais bien entendu. Bien entendu, quand vous regardez bien ce qui s'est passé, c'est vrai qu'ils ont grappillé quelques fois à la même fois à Famba, mais le bastion qui était le leur, imprégnable, a été justement arraché, parce que quand on vous fait sur 28 conseils municipaux, on vous en prend 31, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fond qui n'a pas marché. Okay. Donc, voilà, pour revenir au SDF. Oui, pour revenir au SDF, moi ça ne m'étonne pas ce qui se passe, et j'indiquais que ce n'est pas simplement un sort par rapport exclusivement au SDF. Les autres partis politiques, aujourd'hui, vous savez, le gouvernement, ou du moins le parti au pouvoir, profite des failles à la fois structurelles et conjoncturelles des partis politiques pour essayer de les embastiller. Ce sont vraiment des partis aujourd'hui qui ont de la peine à vivre, même au niveau des cotisations. Alors vous comprenez que quand le parti au pouvoir, qui a les moyens, et même les moyens d'État, il faut le préciser, peut vous proposer quelque chose pour essayer de vous épaissir un peu, vous n'allez pas hésiter. Il faut être fort pour résister. Il faut être fort pour résister. Même la Bible dit que, attention, est-ce qu'on va échapper à la tentation? Donc c'est pour indiquer... Ne nous soumets pas à la tentation, c'est ça? Ne nous soumets pas à la tentation. Je crois qu'ils ont beaucoup... Et vous savez, en matière élective, et ça il faut le dire aux Camerounais, l'élection c'est l'argent. Ça, et le vote, à un moment donné, devient même mystique, Serge Alotou. Parce que quand vous retrouvez à l'isoloir, vous avez plusieurs bulletins par devant vous. À un moment donné, vous avez l'impression que vous suivissez des forces centrifuges sur vous, qui vous amènent à faire des choix parfois que vous n'avez pas initialement pensé. Emmanuel Kounye, vous êtes aujourd'hui au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Vous étiez dans une vie précédente dans le Social Democratic Front. Vous êtes transfuge du SDF. Vous avez vu ça venir? C'est pourquoi vous êtes parti? Ce qui arrive au SDF aujourd'hui? Non, moi Pourquoi vous êtes parti? Je suis parti du SDF parce que, et je l'ai dit
à tout le monde quand je suis parti. Il y a d'ailleurs une cérémonie d'adhésion au siège du parti du MRC où j'ai précisé que j'allais au MRC parce que le SDF avait des structures solides, mais le SDF était en panne de leader. Oui. Et que le MRC, lui, n'avait pas de structure solide, mais avait un leader qui pouvait nous permettre d'atteindre l'objectif. Donc il fallait travailler les structures au sein du MRC parce qu'on peut travailler... John Fundi n'était pas le leader? Non, John Fundi n'y était plus. John Fundi avait déjà passé la main et je peux vous assurer que ce n'est pas John Fundi. Mais c'est lui qui a présidé le NEC. Il est revenu présider le NEC, mais au quotidien, ce n'est plus lui qui gère le parti. Et d'ailleurs, vous avez vu, Joshua a été présenté comme candidat parce que Fundi, non pas seulement... était un peu souffrant, mais estimait qu'il n'était plus prédisposé, n'est-ce pas, à tout cela. Donc, moi, j'ai fait une translation horizontale d'un parti à un autre qui a les mêmes objectifs, mais qui a plus de moyens que l'autre. Donc, il n'était pas question pour moi, n'est-ce pas, je dis bien une translation, c'est-à-dire un mouvement horizontal. Je ne suis pas monté ou descendu. J'ai fait un mouvement horizontal. C'est une translation pure et simple. Je l'ai expliqué. Je crois que vous l'avez compris. Et c'est pour cela que je suis parti. Parce que je pense qu'on peut travailler pour avoir des bonnes structures et puis avec le leader qu'on a au MRC, on peut arriver. Mais au SDF, il y avait des structures solides, mais malheureusement, on n'avait pas un leadership suffisant pour arriver. Bon, maintenant, vous dites que le SDF se plaint en disant qu'on est en train de détruire... Voilà, il accuse les autres. Oui, et puis on dit qu'il y a eu des démissions. Non, même au RDPC, il y a eu des démissions. Les Kini Jean-Jacques, les Alain Zongan, les Mila Souté, ce n'est pas les démissions. Kini est revenu... ça ne fait rien, mais il est parti. Ce n'est pas les démissions qui ont créé quoi que ce soit. Mais ils sont au pouvoir. Je crois que le SDF n'a pas gagné l'élection parce qu'il n'y a pas d'élection. Ça, il faut le dire. Et puis, vous ne pouviez pas... Ils évoquent ça, hein? Oui, il n'y a pas eu d'élection. Vous ne pouvez pas être dans un système... Parce que qu'est-ce qui s'est passé aux élections présidentielles? On nous a dit, oui, on a mis un conseil constitutionnel. Ce sont des Camerounais, ce sont des militants du RDPC, c'est vrai. Mais ils peuvent être justes et corrects parce qu'ils ont leur conscience. Donc, il faut juger le maçon au pied du mur. On a jugé le maçon au pied du mur. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des gens qui ont présenté 26 procès-verbaux à la Cour constitutionnelle et 32 tableaux qu'ils ont établis eux-mêmes qui n'avaient rien à voir avec le procès-verbaux. Ils ont fabriqué 32 États et 26. On leur a demandé où sont les 32 procès-verbaux. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais pu présenter. On nous dit non, vous n'étiez pas dans les bureaux de vote, il fallait... Mais attendez, si on n'est pas dans le bureau de vote, est-ce que ça donne droit à ce que vos procès-verbaux soient volés? Donc, si c'est une élection où on vole, ça veut dire en réalité qu'il n'y a pas eu élection. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est quoi? C'est que les élections dont on parle, ce n'étaient pas des élections. Et puis, dans le nord et le sud-ouest, on était en état de guerre. Et puis, pour parler des élections municipales, le maître Madame Père son âme a dit qu'il était dans un cortège. Bélémé va est là pour témoigner. Dans un cortège, il est allé avec un cortège de l'armée et que sur les lieux, tous ceux qui ont voté étaient les militaires qui sont venus avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les populations n'ont pas pu voter. Alors, et on a vu des procès-verbaux faits par les militaires eux-mêmes dans certains endroits. Donc quand ça se passe comme cela, vous voulez porter un jugement de valeur sur un parti politique parce qu'il n'a pas gagné les élections? Quelle élection? De quelle élection on parle? Les gens fabriquent des choses absolument inadmissibles. Il n'y a pas eu d'élection. Ils ont fabriqué. Eux-mêmes, ils ont reconnu qu'il n'y avait presque pas d'élection dans le nord et le sud-ouest. Ils sont repartis donc à d'autres élections. Ils ont annulé les élections. Ils sont repartis faire d'autres élections. Et ça, vous avez suivi le SDF dire dans sa résolution. Ces élections, il y avait même encore des contentieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas vidé les contentieux. On était en train de refaire les élections. N'importe quoi. Ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Et puis, après coup, on veut nous dire que des gens ont gagné les élections. Et puis, comment voulez-vous, M. Sejané Outou, que dans une région comme le nord et le sud-ouest, où il y a presque 5000 morts, et où l'armée a assiégé toute la région, et où il y a des villes mortes et tout ce que vous pouvez imaginer, qu'on nous dise que le RDPC a gagné tous les mairies, a gagné tous les députés, ça veut dire que les populations nord et sud-ouest soutiennent entièrement le RDPC. Alors vous pensez que des gens qui s'expriment comme ça sont sérieux? Mais qu'ils soient sérieux déjà par eux-mêmes, vis-à-vis d'eux. Quand ils nous disent qu'ils ont gagné toutes les mairies, ils ont eu tous les sièges, etc., au nord ou au sud-ouest, eux-mêmes ils savent que c'est faux. Ça ne peut pas être vrai. Le plus petit, quand même, un nouveau-né ne peut pas accepter cela. Donc on ne cesse d'infantiliser les Camerounais. Vous parlez de quelle élection? Je voudrais qu'on juge les partis politiques, mais pas à partir de cette affaire-là. Parce que c'est du n'importe quoi. Donc moi, je pense que le SDF nous rejoint en disant qu'il faudrait qu'on ait un code électoral consensuel. S'il n'y a pas un code électoral, un vrai code électoral, ça ne sert à rien
d'aller à ces élections. Même s'ils refont les élections, il faut qu'on leur dise que si vous ne pouvez pas avoir un code électoral normal, qu'on leur laisse ces élections-là. Bon, maintenant, il y a des jeunes partis, des jeunes enfants qui veulent, n'est-ce pas, améliorer leurs conditions d'existence, et tout ça qui vient d'arriver, qui sortent des universités et tout ça, qui veulent être candidats. Bon, qu'on les laisse faire avec eux. Parce que ceux-là, il s'agit, n'est-ce pas, de s'anoublir un peu, de porter l'écharpe et de dire on est député, on est machin. Si c'est ça, je crois que des gens sérieux, qui savent ce qu'ils veulent, doivent se retirer de cette affaire et leur dire qu'on n'ira pas aux élections tant que les conditions pour aller aux élections ne sont pas réunies. Parce qu'une seule personne ne peut pas nommer tout le conseil électoral, tout le conseil constitutionnel, tous les sous-préfets, être candidat et dire aux gens allons aux élections. Ce n'est pas possible. Xavier Bellemé, vous avez également le sentiment qu'on veut détruire le SDF. Vous parlez de mascarade électorale, tout ça pour montrer que le SDF a véritablement perdu dans son bastion. Oui, effectivement, nous l'avions démontré depuis le Conseil constitutionnel quand nous avions introduit le contentieux post-électoral. Mais la grande question, Xavier Bellemé, la question qui revient très souvent, vous avez posé ce problème après la présidentielle. Pourquoi êtes-vous allé au double scrutin de février ? Oui, ça c'est un autre débat. La guerre ne s'est pas arrêtée. Ça c'est notre débat. Nous reviendrons plus tard parce que nous sommes... Plus tard, après l'émission aussi bon, je vous pose la question. Attendez, je ne dis pas après cette émission. Oui, je vais me laisser développer. Vous allez allez-y. Je dis donc que ça c'est un autre débat. Oui. Bon, pour le moment, je vais chuter par là. Permettez-moi d'abord de rebondir sur les réactions des dominantes personnes. Ils disent que le problème c'est le SDF. Avant d'accuser les autres, regardez vous-même d'abord. Je suis d'accord avec vous, mais sauf que leur jugement est impartial. Oui. Impartial, autant pour moi, excusez. Peut-être parce qu'ils voient la chose de l'extérieur. Oui, mais sauf qu'ils le voient du côté du SDF. Je vais bien. Dans les résolutions du NEC, je vais vous les transférer tout à l'heure, vous pouvez les voir. Elles se retrouvent dans la plateforme. Il y a dit du 12, les résolutions, les dernières résolutions. Le SDF n'accuse pas seulement, en fait, ne justifie pas ce débâcle en justifiant les causes exogènes. Il y a les causes endogènes. C'est pour ça qu'il y a eu 2 commissions qui ont été créées. Une sur la réconciliation et une qui porte sur les actions politiques. C'est-à-dire pour revenir sur le SDF fondamental. Je sais que c'était une expression qui peut faire peur. Parce que le fondamentalisme. Voilà, donc la première commission qui est présidée par Sa Majesté le sénateur Tchatchouan Paul, qui est le deuxième vice-président national du SDF, et celle de l'action politique et par l'honorable Nietzsche, président régional SDF du littoral. Et puis 2 autres commissions qui n'ont pas été dévoilées. La composition n'a pas été dévoilée, ni c'est stratégique. Qui relève de la discrétion exclusive du président du chairman John Fundi. Donc, qui va les gérer, et c'est continu dans la résolution. J'ai dit, je suis d'accord avec vous, mais sauf que vous n'avez pas allé au loin, parce qu'il faut dénoncer le complot, ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest. Qu'on soit du SDF ou pas, c'est un problème de la République. Ce qui se passe au nord-ouest. Et puis le 2, quand je le disais dès le départ, je l'ai dit dès l'entame de mon propos, que le Conseil constitutionnel a donné le SDF raison, qu'il n'y a pas eu élection dans le nord-ouest. Et quant aux élections présidentielles en 2018, au double scrutin le 9 février, c'est pour ça que ces élections ont été annulées. Parce que le Conseil a reconnu qu'effectivement, il n'y a pas eu élection. Il y a eu collusion, que le SDF condamne dans les résolutions. Collusion entre et les camps. Les forces de l'armée de la République du Cameroun et le RDPC. Plus grave, le matin du jour des élections, l'armée a commencé à tirer en l'air. Et plus les forces des ambazoniens. Ça, il faut vous dire, c'était une coalition de 4 entités contre le SDF. Les ambazoniens qui enlevaient les candidats du SDF et tous ceux qui allaient voter pour le SDF et laissaient sécuriser les candidats du RDPC et les accompagner même pour aller voter. Et tous ceux qui étaient identifiés comme électeurs RDPC étaient sécurisés en même temps par les ambazoniens et par l'armée de la République. Non. Voilà, donc, je dis c'est contenu dans la résolution. Maître, vous avez parlé, je vous ai écouté, et laissez-moi vous dire mon propos. Il faut dénoncer ici. Le SDF est victime d'un complot de l'État de la République du Cameroun. Parce que l'État a pour objectif de tuer le SDF. Parce que le SDF détient la véritable alternative politique au Cameroun, qui est basée sur la forme de l'État fédéral. Avec un programme. La seule chose où je suis d'accord avec certains qui disent que notre candidat n'avait pas de l'étoffe, peut-être qu'il est réconciliant, parce qu'il n'a pas une culture politique frontale, il a une culture politique
très réconciliant, et nous sommes dans un système de dictature où il faut un acteur qui soit violent. Et ça, je suis d'accord avec vous. Mais nous avions, allez regarder toutes les offres politiques à l'élection présidentielle. La meilleure offre politique alternative au Cameroun, c'est l'offre du candidat du SDF, qui aujourd'hui est même copié par le pouvoir en place et d'une manière maladroite. Nous n'avions pas d'inspic. Il parlait sur le plan économique, sur le plan politique, sur tous les secteurs et articulés, adossés sur la forme de l'État fédéral, 10 États fédérés. Voilà l'alternative. Et le pouvoir est embêté. Le pouvoir a peur des esprits brillants. C'est pour ça que le professeur Kamto est matraqué, pourchassé, et qu'un parti politique comme le SDF est détruit. Le 8-2, je vais vous dire, et c'est une habitude dans toutes les formations politiques qui ont pris soin et connaissance que l'environnement politique est dangereux. Nos pères fondateurs ont mis cette disposition pour protéger l'OSF contre les attaques du pouvoir. Comme l'a si bien décrit le docteur Luison et Somba, que le pouvoir a 2 piliers essentiels pour gérer les affaires politiques au Cameroun. La corruption et la répression. Si on vous tend le billet de 10 000 et que vous résistez, et alors ils vont vous attraper, vous emmènent devant le juge militaire pour acte de terrorisme. Voilà les parce que vous avez refusé de prendre 10 000. Mais bien sûr, parce que l'ODF a refusé d'être corrompu. On a refusé depuis 30 ans. Le pouvoir nous a proposé jusqu'à un premier ministre et 5 membres du gouvernement. L'ODF a dit non, que l'ODF veut arriver au pouvoir par la voie des urnes, par voie démocratique. Ils nous ont proposé beaucoup. Imaginez-vous, aucun militaire n'a jamais été nommé ministre, mais regardez les autres acteurs politiques de 1990, 92. La plupart de ces partis politiques, aujourd'hui, les militaires se retrouvent au pouvoir. Il faut d'ailleurs féliciter l'OSDF pour ça. Moi, je suis un peu curieux qu'ici, les membres de la société civile puissent s'attaquer à une formation politique qui a refusé d'être corrompue. Parce que si l'OSDF voulait entrer au gouvernement, il aurait eu un premier ministre et des ministres. Je le dis ici, si le pouvoir peut démentir. Le pouvoir nous a proposé jusqu'à un chef du gouvernement et 5 ministres, portefeuille titulaire. Le chef a dit niet. Justement parce que nous sommes restés sur la logique simple. Le symbole du SDF, c'est l'urne transparente, au-dessus de laquelle c'est tout la balance. L'urne transparente qui symbolise la démocratie, la balance, la justice et l'équité. Donc la justice, malheureusement, nous ne sommes pas compris. On a en face de nous un régime qui est essentiellement violent et qui abuse tout le monde. Et je félicite ici l'honorable Nietzsche et Tchatchouan, et je crois que beaucoup de choses dans l'avenir, parce qu'ils ont 1 mois pour pouvoir proposer les 2 commissions, les 2 responsables de commission, proposer au NEC qui va se tenir à la fin du mois de janvier, et quelles sont les actions à mener. Et je peux vous garantir que l'avenir, ça va chauffer. Voilà. Le SDF va revenir à ses fondamentaux. Le fondamentalisme ici n'est pas la guerre, c'est juste des débats. Donc user de nos moyens constitutionnels tels que la Constitution de la République dit et diverses conventions internationales que nous avions ratifiées. Je constate que vous avez chuté, vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous êtes allé au double scrutin. Oui, nous sommes allés au double scrutin en tenant compte de l'environnement institutionnel au Cameroun. L'élément de la guerre n'était pas fini. Non, l'élément motivateur principal était par rapport, parce que nous sommes ici, il faut que je vous le dise, nous sommes ici en train de se préparer au grand soir. Toutes ces manœuvres que vous voyez là, c'est le grand soir. Le grand soir. Le grand soir, ça dit que c'est ce jour-là que le grand baobab au milieu des arbustes va tomber et que chaque arbuste a déjà aiguisé la machette. Il faut d'abord que l'OSDF, en refusant d'aller au double scrutin le 9 février, devait s'exclure de cette situation. Parce que la loi électorale au Cameroun dit que les partis politiques qui n'ont pas d'élu ne peuvent pas aller à une élection présidentielle, ne peuvent pas présenter un candidat. On ne pouvait pas être exclu. Parce que la politique, elle est dynamique. Et on ne sait pas ce que demain sera fait. Donc voilà, avoir au moins des élus, même si c'est un peu, même si c'est un qui nous permettait de pouvoir passer. Oui, Serge Alain, notre ami Xavier m'a indexé. Je voudrais seulement lui rappeler que ma colère contre ce qui se passe dans le SDF monte d'autant plus que je sais que le SDF n'est pas un parti régionaliste. Il n'est pas seulement réduit à Bamenda ou au nord-ouest ou au sud-ouest. Ça, c'est la première constance. Vous venez de développer 2 éléments qui disent qu'au Cameroun, le pouvoir fonctionne avec 2 leviers. Si vous ne vous retrouvez pas dans les 2 leviers, c'est que vous êtes un vrai parti politique. C'est-à-dire, soit vous cédez à la corruption, soit il y a l'oppression. À l'heure actuelle, je ne connais pas l'oppression
qui s'abat sur le SDF à l'heure actuelle. C'est-à-dire, est-ce que je peux finir? Allez-y. Si l'oppression ne s'abat sur aucun membre du directoire du SDF, ça veut dire qu'il reste un seul élément que le pouvoir utilise, qui est la corruption. Ça, je reste dans votre syllogisme. Vous êtes donc victime de la corruption. Sortez donc de cette corruption. Levez les yeux, vous regardez le corrupteur et vous résistez. Parce que tous les deux facteurs, vous avez procédé par élimination. La seule chose qui vous détruit, c'est la corruption. Sortez donc de cette corruption et vous restituez le SDF son caractère national et non régional. Ça, c'est le 2. De 3, je voudrais dire que ce qui arrive au SDF arrive à tous les partis d'opposition qui sont peu convaincants. Tout le monde voit ce qui se passe. Les deux leviers s'appliquent à ces partis d'opposition. S'ils ne sont pas corrompus, ça se voit. S'ils sont corrompus, ça se voit. Si la répression pèse sur eux, ça se sent. Il faut que l'opposition s'interroge. Et puis le RDPC envoie un message lourd. Quel qu'en soit ce qu'on raconte, eux, ils grappillent avec la corruption, ils grappillent avec la répression. En somme, ils ont tout. Que fait donc l'opposition pour s'affranchir de ces deux leviers? Ce n'est pas le discours, c'est tout ce que je voudrais poser comme question. Ok, je vais vous donner quelques secondes parce qu'il est déjà là, Sylvestre Hippolyte Sangaou. Bonsoir Sylvestre, 100% foot, c'est dans un instant, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, 100% foot ce soir s'incline devant la mémoire de Gérard Ouil, entraîneur, ancien sélectionneur de l'équipe des Bleus de France. Cet éteint ce lundi à l'âge de 73 ans, donc après Stéphane Tato, Diego Armando Maradona et les autres. C'est donc notre grand acteur du football mondial qui s'en va. 100% foot ce soir va parler de son vécu, de sa carrière dans le monde du football. Nous parlerons bien évidemment aussi de la Confédération africaine de football qui déclare le Cameroun prêt à organiser le CHAN dès le mois de janvier prochain. Le coup d'envoi sera donné précisément le 16 janvier. Le Cameroun va ouvrir le bal contre le Zimbabwe alors que c'est Lyon Après qui constitue cette sélection nationale vont aller dans la compétition sans match de championnat dans les jambes. Voilà l'essentiel de cette édition de 100% foot que nous allons dérouler dans quelques instants avec nos invités Serge Alain. Voilà, dans un instant donc, vous l'avez dit, 100% foot, c'est cela après le dernier 30 secondes. Cher monsieur, 30 secondes, Emmanuel Kounié, rapidement. Oui. On arrive au terme de l'émission. Oui, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que le MRC n'est pas allé aux élections législatives et municipales et n'a pas fait d'autres élections après les élections présidentielles. Je crois que le fait que le MRC ait refusé de participer aux élections de double scrutin des élections municipales et législatives, c'était un message. C'est un message au Camerounais, au peuple. Okay. Nous avons fait un sacrifice pour faire comprendre au peuple camerounais que ça ne sert à rien de continuer à jouer à ce jeu. Il faudrait que les Camerounais puissent, n'est-ce pas, insister pour qu'il y ait un code électoral crédible et pour qu'il y ait la fin de la guerre au nord-ouest, sud-ouest. Mais nous disons également que ce sacrifice, on ne s'est pas arrêté là. Quand on a séquestré le professeur Maurice Kamto, les femmes sont allées marcher nues devant la résidence du professeur Maurice Kamto. Ça veut dire que je voudrais dire que le MRC a fait tout ce qu'il peut faire. Nous attendons donc maintenant que le peuple lui-même puisse prendre ses responsabilités parce que c'est le peuple qui va amener ces gens-là à changer. Parce que si le peuple ne se lève pas, je crois que le MRC ne peut pas faire le miracle. Nous avons déjà fait ce qu'on peut faire. Nous attendons le peuple, la réaction du peuple. Merci Emmanuel Kounié. Rapidement, Dr Issomba. Oui, ça, je disais tout à l'heure que le RDPC a le pouvoir, a le savoir et surtout les avoirs, c'est-à-dire l'argent. Tant que les partis de l'opposition ne vont pas mutualiser les forces pour affronter cette mastodonte, moi je crois qu'en dehors du code électoral, on court dans un sac. Donc tous ces partis de l'opposition doivent parler d'une seule voix, mutualiser les forces et chercher comment renverser ce parti. Le peuple fait quoi? Sinon, mais attendez, mais... Et la société civile fait quoi? Écoutez, c'est d'abord les formations politiques qui concourent à l'expression du suffrage, donc qui ont les moyens pour convaincre le peuple, pas les alternatives. Donc c'est ce qu'il faut dire. Et c'est genre que je finis en indiquant que nous, épris de paix, souhaitons que le président de la République
lors de son discours du 31, libère tous les Camerounais impliqués à la marche du 22, libère même ceux qui sont impliqués pour ceux qui sont anglophones, et met en place une commission où peut recevoir le professeur Maurice Kamto, Chief Sokoudjou, l'évêque, l'archevêque métropolitain, l'autre, Christian Toumi, Chief Moukete, pourquoi pas les femmes, Ali Sadio et Kaiwala, il peut recevoir cette palette de gens au palais. Et je crois, à mon sens, que quand les armes ont crépité, l'heure qui reste, c'est l'heure de la négociation, de la parole et de la plume. Merci, madame, monsieur. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Merci à vous, Xavier Bilémé. Merci. Emmanuel Kounié, merci, maître Ngefak. Merci à vous. Un merci spécial au conseil municipal de Fongo-Tongo. Et j'ai dit bonsoir à monsieur Mboutouzé. Voilà. Bonsoir également. Merci également à vous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Bonsoir, Joseph René Mboutouzé.